L'invité de cette édition du soir, c'est Yacoub Seydi, ancien de Dakar. Yacoub Seydi était le responsable du SAES section Dakar, c'est bien cela? Oui, bonsoir et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci. Alors, dans un article paru ce mercredi dans le journal Sud Quotidien, le SAES revient sur les difficultés des universités publiques et on nous apprend que les universités sont au bord du naufrage. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est en réalité une vieille affaire. Je veux dire, les problèmes que nos universités, dans leur entièreté, toutes dernières universités, ce sont des problèmes qui sont connus de tous. Donc ces problèmes, en réalité, n'ont pas connu de solution. Et vous savez, un problème qu'on ne solutionne pas, c'est un problème qui grandit. Et il peut grandir et à un moment donné devenir insoluble. Et c'est ce qui se passe actuellement avec nos universités. Donc nous avons des problèmes partout. Que ce soit la gestion du personnel, que ce soit pour, disons, les ressources financières qui ne sont pas là, malgré le fait que le gouvernement ait, disons, fait pour que les frais d'inscription soient majorés. C'est-à-dire que les problèmes se sont amoncelés et sont devenus grands. Justement, au point que là vous parlez de frais d'inscription qui ont été majorés. Quand on a fait cette réforme-là, ce qu'on avait dit aux étudiants justement, c'est que vous payez plus et puis vous étudierez dans de meilleures conditions. Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement à l'université? Non, non, ça ne se passe pas. Ils savent très bien que ce ne sont pas les maigres ressources qui sont collectées de ces frais d'inscription-là qui vont améliorer le vécu des étudiants. La preuve est là. Ça se fait, mais au contraire, ce qu'on remarque est de l'avis de tous, ne parlons même pas de l'avis des étudiants eux-mêmes qui vivent ce qui se passe, eh bien c'est que la situation elle est intenable. Et tout ça parce que tout simplement, on n'a jamais voulu dire la vérité aux gens, on n'a jamais voulu faire les choses honnêtement, on a toujours voulu faire du tape à l'œil. Le tape à l'œil, c'est ce que le Wolof appelle le tape à l'œil. C'est cela qu'il y a. Quand dans une faculté de sciences, on fait ce que les étudiants ont fini d'ailleurs d'appeler le tape à l'œil pratique, mais les TP, les travaux pratiques, mais il y a un minimum. Si on n'a pas cela, et en lieu et place, on ne fait pas de travaux pratiques, on fait autre chose. Je pense que quand même, ce sont des choses qui font honte déjà. Nous qui sommes des acteurs, nous avons nous-mêmes honte, nous sommes petits dans nos souliers, il y a des choses, on n'a même pas envie d'en parler parce que, en le disant, nous-mêmes nous avons. Ce que vous ne dites pas très souvent, c'est qu'à côté des problèmes des étudiants qui se plaignent très souvent, il y a des problèmes que vous, enseignants, vous rencontrez tous les jours. Ne serait-ce que pour la correction des copies, beaucoup d'enseignants disent que c'est impossible. Oui, vous savez que l'université Gaston Berger en avait fait une bataille, la question des effectifs. Et c'était pas... L'université avait raison. Nos collègues, nos camarades qui étaient à l'université Gaston Berger, le David Célestin Fayot, à son temps, avaient raison. Et nous tous, parce que d'abord, la manière dont la tutelle a voulu régler le problème de l'orientation, de l'admission des bacheliers, c'était en violation flagrante des dispositions qui sont connues, la loi 94-79. Donc quand vous prenez un décret qui viole une loi, vous êtes en train de faire n'importe quoi. C'est parce qu'ils voulaient, eux, être ceux qui admettent les étudiants, les bacheliers à l'université. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas le politique qui doit décider de qui va aller où dans nos universités. Ce sont c'est là. Or, le ministre Maritonyan, pour ne pas le nommer, quand il a été nommé, quand il est arrivé, l'une des premières mesures qu'il avait prises, c'était de faire en sorte que la question de l'admission ne relève plus des instances académiques. Et c'est le ministère qui envoie. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, malgré le fait qu'il ait décidé d'envoyer, on a vu que Saint-Louis a reçu d'un coup 3000 étudiants et ça a fait râler tout le monde. Et au point qu'on parle même d'ucadisation de Saint-Louis, qui avait plus ou moins... risque de venir comme personne ne veut cela. Alors, le problème c'est quoi exactement? Il y a peu d'enseignants, insuffisance d'enseignants ou bien il y a trop d'étudiants? En tout, nous avons au Sénégal, dans nos universités publiques, environ 2086 enseignants, chercheurs. Enseignants et enseignants. Je parle du personnel permanent. D'accord? Et si vous regardez cela, avec le nombre d'étudiants que nous avons, rien qu'à Dakar, ce nombre-là ne suffit pas. Je vous ai dit, je donne ce chiffre-là l'année dernière,
quand j'ai fait le tour d'une dizaine d'universités dans la côte est américaine, mais une université qui m'a marqué, c'était l'université James Madison en Virginie. Mais dans cette université, comparé au Sénégal en termes d'effectifs, c'est une toute petite université qui a la moitié des effectifs de la seule faculté de lettres et sciences humaines. Mais en termes d'enseignants, ils ont plus de 3000 enseignants. Ces gens-là, ils se font du sérieux. Ces gens-là ne peuvent pas être comparés à nous. Quand on parle, on dit oui. Quand on veut, moi c'est ça que je dis toujours, quand on veut quelque chose, l'État, mais il se donne les moyens. Et on ne peut pas dire que l'État n'a pas les moyens de sa politique. Ils ont chanté les réformes partout. Et les réformes qu'ils ont imposées, ne serait-ce que la réforme LMD, tout le monde sait qu'elle coûte extrêmement cher. Nous avons tous, moi, la première fois, à ce moment, j'étais responsable du mouvement étudiant. Quand on est venu nous chanter les louanges de la réforme LMD, j'avais dit oui, mais je savais que les moyens de cette réforme n'allaient jamais suivre. Et c'est ça, malheureusement, qui nous a... Et c'est justement pour désengorger les universités que le gouvernement a créé l'université virtuelle. Alors que devient cette université? Je vous dis, il n'y a pas un scandale plus grand et plus grave que cette affaire d'université virtuelle. Dans toute l'histoire de l'enseignement supérieur du Sénégal, ça, c'est mon avis à moi, il n'y a aucun scandale aussi grave que cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Mais des bacheliers qu'on ne peut pas, enfin, parce que c'est cela, on ne peut pas mettre ou placer dans les universités physiques. On a créé cette université-là qu'on appelle l'université virtuelle du Sénégal et on va les y balancer. Et qui est virtuelle. Et malheureusement, dans cette université, ce qui se passe, c'est très simple. Je me rappelle au début, nous, quand on en parlait, quand on disait qu'on n'en voulait pas, et que la façon dont elle est organisée ne répondait pas aux besoins. En réalité, il y a des parents qui nous insultaient. Il y en a qui nous disaient, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ils ne veulent pas... La tutelle, le ministre surtout disait, le siège, voilà, il avait très bien vendu au point que oui, le siège de l'université virtuelle se trouve à Diamniadio. On le dit de cette façon, de telle sorte que les parents, les enfants allaient se réveiller et puis se rendre à Diamniadio étudier. Et quand ils se sont rendus compte que non, les enfants restent chez eux et à la maison, ils n'étudient pas, encore que la première année a été une année blanche, ce que d'ailleurs le ministre lui-même avait reconnu sur les ondes de RFI, comme quoi il n'y avait pas de cours. Et la même situation se poursuit. Les étudiants, moi j'en parle là et encore, mais ils savent, eux-mêmes se disent qu'ils ne sont pas, il y en a qui ont arrêté, ils sont totalement... Alors, ça, on parle de 14 000 étudiants, et là, peut-être même plus. Vous nous aviez dit tout à l'heure que c'est une génération qui est sacrifiée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de cette université finalement? Plus qu'une génération, c'est l'avenir de la jeunesse. Vous savez, Idriss Seck a l'habitude de dire que quand une armée est décimée, on peut la reconstituer rapidement. Mais c'est l'avenir du pays. Quand vous décimez pratiquement l'avenir, combien on parle déjà, mais c'est énorme, on mettra du temps à reconstituer ça, et c'est pas grave. Pourquoi je dis que ce n'est pas une affaire, cette université-là n'est pas sérieuse? C'est clair, l'université Gaston Berger a fait 20 ans avant d'atteindre, disons, elle n'a pas eu les effectifs que cette université a eu en moins de 4 ans. Ça veut dire que ce n'est pas sérieux. On en a fait juste une réponse au problème qui était devenu presque plus ou moins l'admission des bacheliers. Et ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'ils ont dormi pendant longtemps avec toutes les promesses faites. Ils n'ont pas en réalité trouvé la réponse à la question lancinante de l'admission, puisqu'ils n'ont pas voulu non plus dire la vérité aux gens, comme quoi l'université, c'est une question d'admission. On ne peut pas admettre tout le monde. Ça doit pas être automatique. Dans toutes les universités, ça se passe comme ça. Et l'enseignement supérieur, ce n'est pas seulement l'université. Il y a aussi des établissements. Alors, les enseignants membres du CS évoquent également des déficits budgétaires qui sont devenus finalement cycliques, pour ne pas dire... Dites-nous, à quoi sont dus ces déficits budgétaires? C'est très simple. Au moment où moi je vous parle, les salaires ne sont pas payés dans nos universités, ici à Dakar en particulier. Simplement parce que, eh bien, les budgets, je dis chaque fois ce qu'on fait, on anticipe pour le dernier trimestre sur le budget de l'année suivante pour pouvoir régler et payer les budgets, les salaires de l'année en cours. Or, tout le monde le sait, bon, même si on dépasse aujourd'hui, on est le 3, ça veut dire qu'on va aller quasiment vers d'autres jours après. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas reçu ça. C'est-à-dire que le salaire, les budgets n'ont jamais été des budgets de vérité. Donc, il y a des enseignants comme vous, de l'Université de Dakar, qui, à la fin du mois, peuvent
continuer à faire cours alors qu'ils n'ont pas encore le salaire. Mais c'est ce qui se passe. Nous tous, et je vous dis, on n'arrête jamais de travailler à l'UCAD. Ce n'est pas parce que les cours ne se font pas, pour certains, d'abord les vitesses ne sont pas les mêmes. Alors, les cours ne se passent pas pour certains pour le moment, mais ils sont en train de faire autre chose que les cours. Et les cours, je dis, les enseignants, c'est facile du travail d'un enseignant. Alors, ces déficits budgétaires-là, les enseignants le ressentent naturellement parce que c'est leur gagne-pain. Mais à côté, il y a forcément d'autres conséquences sur la qualité de l'enseignement, les travaux pratiques dont vous parlez tout à l'heure. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut continuer à parler d'enseignement de qualité? On ne peut pas. On ne peut pas. Je vous ai donné l'exemple de l'université de Virginie, qui est une petite université américaine, d'accord? Mais quand ils sont capables de faire autant d'investissements dans leurs universités, c'est parce qu'eux savent ce qu'une avec l'éducation. Il y a des pays qui n'ont absolument rien, mais qui ne comptent que sur la qualité de leurs ressources humaines. Et ça passe nécessairement par un enseignement supérieur de qualité. Et ça, on n'a pas besoin de citer des pays connus, le Japon, la Corée, on n'a pas besoin. Mais regardons autour de nous les pays qui ont décollé, mais ce sont des gens, justement, ce sont des gens qui ont décidé de faire de l'éducation une priorité, pas de faire du tape à l'œil. Le blim-blim, ce n'est pas ça. Il faut être sérieux quand on est à la tête d'un pays. Un pays en jouant avec l'éducation, la santé, l'agriculture, mais surtout l'éducation, parce que tout finalement part de l'éducation et tout revient à l'éducation. Donc c'est ça. Justement, il y a toute une communication du gouvernement qui est faite autour des universités régionales construites un peu partout. L'université l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack qui va venir, Alioune Diop de Bambey. Est-ce que, très sérieusement, quand on jette un regard sur le réseau, est-ce qu'on ne se dit pas que la bonne option de construire toutes ces universités-là? Mais je donne l'exemple toujours d'un pays qui m'est cher, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, quand elle a été confrontée à un problème de bacheliers, 145 000 bacheliers, l'Éthiopie ne savait pas que faire. Il y avait une décision politique majeure qui avait été prise, qui était celle de construire 13 nouvelles universités, et ça a été un record, c'est extraordinaire. Mais ils ont fait ça en un temps record. Quand déjà 8 des 13 universités étaient déjà opérationnelles, l'Éthiopie ne parle plus de questions de bacheliers. C'est vrai, c'est un pays très peuplé, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, mais voilà l'ambition en politique. C'est ça qu'on fait et les questions sont réglées. Le Sénégal a les moyens. Le Sénégal ne peut pas se permettre de faire ce qu'il fait. Le Sénégal a une tradition universitaire que beaucoup de pays n'ont pas. Mais le Sénégal est en train d'être rattrapé dangereusement par des pays qui ont une tradition relativement récente, une tradition universitaire. Ça veut dire que l'éducation de façon générale et l'enseignement supérieur en particulier n'est pas une priorité de ce gouvernement. Il faut qu'on le dise. Et l'exemple, c'est quand le président a été invité à l'université Harvard aux États-Unis, il a eu une question. Monsieur le Président, quelles sont vos 4 priorités? Il a cité, on n'a pas eu l'éducation. Et tout le monde sait. On ne peut pas être surpris par ce qui se passe dans l'éducation de façon générale, malgré tout ce qu'ils annoncent. Vous avez vu que au 31 décembre, il avait parlé de l'université Justine Saloum. Mais combien de temps, quand est-ce qu'on a fait la pause de la première? Quand le ministre est allé faire la pause de la première, quelle était la promesse pour l'opérationnalité? Dès la prochaine rentrée, et ça, on est maintenant... C'est ça, c'est-à-dire que la parole n'est pas du tout lié à l'acte. Et c'est un problème. Peut-être une dernière question, ce qui faisait la fierté de beaucoup d'enseignants de l'université, c'est de retrouver dans ce temple du savoir qu'est Cheikh Anta Diop des étudiants de diverses nationalités venus d'un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque de voir des étudiants sénégalais devoir aller étudier dans d'autres pays d'Afrique et qu'on se retrouve dans une université qui sort des avocats, des médecins qui n'ont pas le niveau en fait? Est-ce que ce n'est pas cela le vrai risque? C'est un risque réel. Mais, et ils l'ont bien compris, les autorités l'ont bien compris, puisque à la dernière concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, il y a une recommandation qui s'appelle promouvoir le label étudié au Sénégal. Parce que les universités, dans les classements, les grands classements tels que le classement de Shanghai, c'est un des critères importants, c'est-à-dire combien de nationalités est-ce que votre université attire. Et je vois au niveau des États-Unis, il y a des universités qui donnent même des bourses aux étudiants des pays sous-développés pour qu'ils viennent dans leurs universités, et ça augmente le nombre d'étudiants étrangers qui étudient là. Donc nous, les gens vont là où ça va.
Mais si ça ne va pas, personne ne viendra. Moi, je me rappelle quand j'étais encore étudiant, mais nous avions, il y a une année où l'université Cheikh Anta Diop avait 40 qualités. Je ne suis pas sûr qu'on a cela, mais je sais que la notoriété, la renommée de l'université reste encore, malgré le fait qu'aujourd'hui, cela, à mon avis, est sujet à beaucoup de problèmes. L'une de cette renommée-là, c'est ça qui continue quand même d'attirer certains étudiants africains. Grand merci à vous, Yacoub Seydi. Merci, Moustapha. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et que vous étiez l'invité de cette édition du... J'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Retrouvez juste après moi Awa Diop Ndiaye dans Célébéon et reçoit Aminata Diallo de Manko Taxawu Sénégal et Aya Mbergane Kanouté de la mouvance présidentielle. Au menu, l'affaire Khalifa Ababacar Sall, dont le procès a été reporté au 23 janvier prochain. Merci d'avoir suivi et bien à vous.